Diogo Arsenio, je suis chercheur en maths au CNRS, affecté à l'Université Paris Diderot. De manière large, je fais ce qu'on appelle de l'analyse, plus précisément des équations aux dérivées partielles. Il faut être plus précis, je fais ce qu'on appelle de la théorie cinétique, et encore plus précisément, je m'intéresse à l'équation de Boltzmann, qui est une équation qui date de la fin du 19e siècle, qui a d'abord été découverte, si on peut parler ainsi, par Maxwell et non par Boltzmann. Mais il semblerait que c'est Boltzmann qui a été vraiment le premier à comprendre le sens de cette équation, et c'est le nom de Boltzmann qui est resté attaché à l'équation de Boltzmann plutôt que le nom de Maxwell qui avait déjà son nom pour les équations de Maxwell. Donc j'imagine que c'est un peu ça qui a fait qu'on appelle ça l'équation de Boltzmann. Et c'est une équation qui décrit ce qu'il se passe quand on a ce qu'on appelle un gaz, mais un gaz au sens mathématique, donc c'est un objet qui peut être compris dans le sens physique, comme l'air ou même un fluide de manière générale, mais qui, du point de vue mathématique, est simplement un système avec beaucoup de particules, qui évoluent suivant certaines lois. Et là, dans ce cas précis de l'équation de Boltzmann, on pourra penser que c'est des particules qui évoluent selon les lois de la mécanique classique de Newton, qui s'entrechoquent et subissent des collisions élastiques. Et à partir de ce système et de ces lois physiques microscopiques, on peut, lorsque on considère un nombre n de particules qui tend vers l'infini, qui est très grand, on peut extraire un point de vue que je vais qualifier de macroscopique sur ce système, et c'est là qu'on obtient l'équation de Boltzmann. Donc c'est un domaine de la recherche qui est très proche de la physique finalement. Sauf qu'on ne se pose pas le même genre de questions que les physiciens se posent sur les mêmes équations. Le physicien va s'intéresser vraiment à décrire le monde physique naturel. Donc il ne va pas s'intéresser à quelque chose qu'on n'observe pas dans la nature. Et le mathématicien, pas du tout. Il n'a pas du tout cette contrainte. Le mathématicien s'intéresse aux choses, à la vérité absolue. Si c'est vrai, c'est intéressant. Quand on a une équation, déjà, est-ce qu'il y a une solution? On veut savoir si on peut trouver une solution. Parce que ces équations qui ont une structure, qui ont beaucoup de structures, qui sont compliquées, alors on ne peut pas forcément écrire une solution comme on écrirait pour des équations qu'on résout à l'école. Et donc on doit montrer d'une manière ou d'une autre qu'il existe au moins une solution. Ça, c'est la première question qu'on pourrait se poser. Une fois qu'il y a une solution, une question naturelle, c'est est-ce qu'il y en a plus qu'une? Alors là, on arrive au problème de l'unicité. Et ça, c'est des questions, je pense, dans la tête des gens qui travaillent en EDP, c'est des questions qui sont toujours présentes. C'est-à-dire, c'est des choses... on ne peut pas vraiment aller plus loin dans la compréhension de l'équation avant de se poser ces questions qui sont difficiles, en fait, qui sont dures à résoudre. Mais une fois qu'on a une certaine idée des réponses à ces questions, après on essaie de savoir ce qui se passe plus précisément, à quoi ressemblent ces solutions, qui ne sont pas du tout explicites. Donc on peut se poser des questions du genre, à quoi est-ce qu'elles ressemblent en temps très long. Par exemple, si on laisse, donc c'est des équations qui décrivent l'évolution d'un système dans le temps, et donc on peut s'attendre, on peut se poser la question de savoir si on attend très longtemps, à quoi est-ce que le système va ressembler. D'un autre point de vue, et là c'est plus proche de ce que moi je fais, si on laisse varier des paramètres physiques qui sont dans l'équation, donc là je fais référence à des constantes qui, par exemple dans l'équation de Boltzmann, représentent ce qu'on appellerait le libre parcours moyen entre les particules. J'ai dit avant que l'équation de Boltzmann concerne un système de n particules où n est extrêmement grand, et on peut repérer dans l'équation un paramètre qui caractérise donc le libre parcours moyen, qui intuitivement veut dire la distance moyenne entre deux collisions dans le gaz. Et quand ce paramètre tend vers 0, eh bien, les solutions vont ressembler à quelque chose de particulier. La compréhension de l'équation se fait au niveau physique par Boltzmann,
Et mathématiquement, il n'y a pas grand-chose, je pense, jusqu'à la fin du XXe siècle, enfin deuxième moitié du XXe siècle, avec vraiment des outils mathématiques plus puissants, d'équations dérivées partielles qui permettent d'analyser ce qui se passe dans l'équation. Et là, on arrive... Alors, du coup, je fais un grand saut jusque dans les années 80 avec d'hyperné-alliances qui font ce qu'on appelle les solutions renormalisées d'équations de Boltzmann, qui sont des solutions qui existent dans des conditions très générales. Et c'était une grosse avancée qui a permis de vraiment ouvrir de nouvelles portes dans l'étude de cette équation. Donc à partir de ça, il y a toute une génération de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et notamment, donc moi, l'aspect qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce qu'on appelle la limite hydrodynamique de l'équation de Boltzmann, qui du coup a été initié par Bardos, Goltz et Livermore, qui ont réussi à faire un lien presque rigoureux entre l'équation de Boltzmann et des équations de type fluide comme les équations de Navier-Stokes, qui sont des équations fondamentales de la mécanique des fluides. Et après ça continue, enfin il y en a beaucoup en fait. Là vraiment, il y a beaucoup de différentes directions de recherche qui se font, donc c'est un peu dur d'établir vraiment une chronologie précise. Une chose avec qui je travaille depuis assez longtemps avec Laure Saint-Raymond, qui nous occupe pas mal de temps parce que c'est un problème très riche, c'est la limite hydrodynamique du système de Blasov-Maxwell-Boltzmann. Donc là, du coup, c'est l'équation de Boltzmann qui est couplée à des phénomènes électromagnétiques, encore une fois un phénomène physique en plus, mais qui se traduit dans un système d'équations qui ont une structure mathématique très intéressante. Je pense qu'il y a des deux pour tout le monde en fait. Il y a une part du travail qui se fait en échangeant avec d'autres personnes, avec qui on collabore ou pas. Donc je trouve qu'il y a plein d'échanges qu'on se fait, que ce soit dans les séminaires ou en conférence. Juste en parlant avec les gens, on apprend beaucoup de choses en fait, parce que les gens ont tous des connaissances différentes. Et après, il y a l'aspect du travail où on collabore directement avec quelqu'un. Alors typiquement, en maths, en tout cas en petit groupe de 2-3 personnes. Dans cet exemple que j'ai cité avant, avec Laure Saint-Raymond, on travaille à 2. Mais après, même quand on collabore à 2 ou 3 personnes, il y a toute une partie du travail qui se fait, je pense, seul, après qu'on ne voit pas le collaborateur ou la collaboratrice, et on est en train de digérer tout ce dont on a discuté, et on est seul, au bureau, mais à la maison. Là, du coup, c'est un travail, je pense, qui se fait à n'importe quel moment. Tout moment sera bon dès que j'ai l'impression d'avoir une quantité de temps infinie devant moi. Si je sais que j'ai une demi-heure, par exemple, je peux essayer de travailler, mais ça va être pas très productif. Par contre, où que je sois, si je sais que j'ai 5-6 heures devant moi, là je peux vraiment faire quelque chose. Typiquement, si je prends l'avion pendant 6 heures, là ça va être très bien. Parce que je sais que j'ai 6 heures que je peux consacrer autant que je veux à réfléchir à une chose. Et mais ça c'est un aspect plus temporel. Après, souvent je pense à des problèmes de maths qui m'intéressent. Dès que j'ai un moment calme chez moi, par exemple, que ce soit le matin quand je me réveille, je suis capable de rester 1h30 dans mon lit en train de réfléchir à quelque chose. Si c'est quelque chose qui m'intéresse sur le moment. Après, ça, je dis pas que c'est efficace, hein, mais je dis ça peut être en fin de semaine, si le matin je me réveille et puis pendant le petit déjeuner, pendant le café, je pense à quelque chose d'intéressant, ça peut se transformer en un petit déjeuner de 2 heures avec 7 tasses de café et une feuille de papier. Et ça j'aime beaucoup en fait. Naturellement, les questions arrivent. En fait.
Ah oui, je pense que oui, absolument. Je pense à un processus créatif. Il n'y a pas que de ça. Après, un travail de travail, il y a une partie de travail dur, technique. La partie technique du travail, souvent, c'est un terme qu'on utilise souvent, c'est la partie qui est difficile, qui est tout aussi importante que l'autre partie créative, où il faut non seulement comprendre ce qui se passe dans ce qu'on est en train d'étudier, mais aussi peut-être créer, imaginer, parce que les différentes possibilités qui s'offrent à nous. En fait. Alors, je pense que une bonne idée est une mauvaise idée en fait. Je pense que, enfin, en tout cas dans mon cas, je fais donc, mais j'espère que c'est vrai pour la plupart des gens, la plupart des idées sont mauvaises. Et c'est avec des mauvaises idées que j'ai compris le plus, que j'ai avancé le plus dans les recherches. Souvent, c'est en faisant des erreurs qu'on comprend que finalement cette direction n'est pas la bonne, donc c'est peut-être la suivante. Au départ d'un problème, souvent on a plein de possibilités qui s'offrent à nous et puis on ne sait pas où aller. Et on essaye de construire notre intuition, de savoir un peu. Il y a plusieurs manières de faire ça. Soit on peut aller lire des livres, ce qui est déjà fait, soit on peut chercher nous-mêmes à faire avec des exemples, des cas plus simples. Et chacun a un peu sa propre approche des problèmes. Quand on est, ça, c'est quand on est au niveau zéro. Puis après, petit à petit, on essaye plein de directions différentes et puis ça converge dans une direction. Et puis quand on a la bonne direction, là c'est. Là en général, après ça va tout droit. Mais c'est pas évident au départ. Effectivement, il y a souvent un moment où on sait que ça va marcher. Alors, comment on sait? Je sais pas. Alors attends, c'est pas évident. Quand dans l'objet qu'on étudie, on trouve une certaine structure avec une certaine simplicité ou une certaine symétrie, ou quelque chose de simple finalement. Je crois que la simplicité est très importante en fait. Quand quelque chose marche tout seul, et on sent que en général c'est un bon signe. On a tous, quand on a à ce moment, on comprend quelque chose, il y a un certain plaisir, c'est vrai qu'on se sent bien, mais vraiment c'est un sentiment assez particulier, c'est très éphémère en même temps parce que une fois qu'on a compris, on est obligé de passer à la suite. Il y a un aspect très social parce qu'on rencontre des gens fantastiques. On passe notre vie à s'intéresser à des choses, on décide, enfin, aller dans des directions qu'on trouve intéressantes, on ne fait que des choses qu'on a envie de faire. Après, du point de vue purement scientifique, il y a une esthétique des maths qui est vraiment merveilleuse en fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut cultiver en fait, c'est un truc qui n'est pas forcément évident et ça passe beaucoup par des bons profs qui ont aussi ce goût, mais très tôt en fait, hein. Même avant 10 ans, quoi. Bon, chez les enfants on peut déjà, je pense, avec les bons moyens, inculquer à l'enfant la beauté des mathématiques. Ah oui. Oui, très, très, très libre, ouais. Puisque en France, particulièrement, on a une liberté académique absolue. Vraiment, on peut, puisqu'on est encore dans un système complètement public, donc on a cette liberté d'aller dans une direction que nous-mêmes jugeons être intéressante. Il y a après aussi une certaine liberté plus pratique. On a un métier très flexible, on peut voyager, on peut aller à droite à gauche, rencontrer des gens, mais ça c'est pas ça qui définit la liberté du métier, je pense.